Hello, Bonjour, bon- bonjour et bienvenue à la quatrième session où nous avons deux belles présentations euh, et notre exemple de pouvoir transformateur, de rassembler les gens et de l'excellence et de recherche intersectorielle. Et je vous présente tout d'abord la docteure Mélanie Saville. Elle est membre de la Coalition pour les innovations en matière de préparation épidémie, ça s'appelle CEPI. Elle est directrice de la recherche et le développement des vaccins. Et sur les équipes techniques pour le développement des vaccins qui permettent des opérations scientifiques financées par CEPI et également leader de CEPI et de le financement. Elle est une médecin qui se spécialise en biologie depuis 20 ans. Elle a 20 ans d'expérience dans le développement des vaccins dans le monde en voie de développement. Au fil des ans, elle a contribué à plusieurs vaccins, y compris la grippe saisonnière, la grippe épidémique et des évaluations pédiatriques. Et elle va vous parler aujourd'hui de nouveaux vaccins pour un monde plus sûr. Merci Mélanie d'être là. Merci bien. Je veux juste voir si je peux faire avancer mes diapos. J'ai des soucis techniques. Malheureusement, je ne peux pas avancer mes diapos. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander de le faire. Alors, on a surmonté des défis techniques. Alors, merci de l'occasion de venir vous parler à vous tous aujourd'hui. Oui, vous parler un peu de ce que CEPI a fait pendant la pandémie de la COVID-19 et penser des prévisions de comment on devrait être mieux préparé pour les futures pandémies. Alors, la prochaine diapo, on peut commencer en présentant CEPI. Euh, il s'agit d'une coalition de préparation et d'innovation en matière d'épidémie formée à la suite de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, comme une organisation mondiale qui aidera fera que le monde soit mieux préparé pour les épidémies et les pandémies à l'avenir. Et la façon que l'on fonctionne, c'est par l'entremise de partenariats avec le milieu universitaire, l'industrie, les instances de réglementation, les gouvernements et ainsi de suite, afin d'accélérer le développement des vaccins pour les maladies infectieuses émergentes. Si on passe à la prochaine diapo. Alors, pour commencer, avec la mission de vaccins pour accélérer le développement des vaccins, comme nous avions établi en 2017, notre objectif, c'était de développer des vaccins pour un ensemble de pathogènes prioritaires qui est sur la liste des recherches et développement de l'OMS sur les virus pour le potentiel de devenir une épidémie ou une pandémie. Nous créons des partenariats avec des développeurs de vaccins pour le MERS, l'ASA, Nipah, le chikungunya, des vaccins pour cela et la fièvre du Vallée du Rift. Et on finance plusieurs différents candidats à la vaccination. J'ai également travaillé à l'avance de la pandémie de faire des partenariats avec des plateformes de réaction rapide des développeurs pour se préparer à la maladie X. MIRIN, c'est un exemple de partenariat, de technologie en partenariat. Avant qu'on aura voulu, la maladie X est venue, la COVID-19, et là, nous avons investi en 14 candidats, vaccins candidats, dont 11 sont en cours. Et je vais vous en parler davantage dans la prochaine diapo. Et peut-être avant d'aborder cela, je vais quand même vous donner quelques commentaires au niveau du travail de CEPI. En plus de financer le développement des vaccins, nous sentons, selon nous, c'est essentiel de permettre à la science d'avancer. Alors, c'est des activités auxquelles on a formé des partenariats et on a financé de créer des partenariats à développer des réseaux de laboratoires centralisés, surtout avec la COVID-19. Et cela, avec ce réseau de laboratoires, on a offert à tous les développeurs des occasions d'envoyer des échantillons
au laboratoire pour les tester en fonction de la COVID-19 et d'harmoniser l'essayage et critique d'après nous afin de permettre d'avoir de bons échantillons et des comparabilités à travers différents candidats. Nous avons travaillé sur les variantes et la pertinence biologique des variantes. Nous avons différents types de projets scientifiques, ainsi, notamment sur l'épidémiologie. Nous avons une grande étude sur l'épidémiologie en Afrique de l'Ouest et ainsi sur la participation communautaire. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. On va rentrer dans le détail sur comment CEPI a réagi à la pandémie. Alors, je pense qu'il est juste de dire que très tôt en 2020, quand nous avons vu ce virus de grippe qui est issu de Wuhan en Chine, on sentait qu'on devait agir rapidement. On a élaboré les partenariats qui existaient déjà. On a travaillé avec des partenariats sur le développement des vaccins sur le MERS, pas uniquement pour le MERS en tant que vaccin, comme maladie plutôt. Nous étions tous au courant des coronavirus comme la pandémie potentielle et de allier cela avec notre travail sur les plateformes de réaction rapide pour la maladie X. On a pu rentrer et frapper fort et annoncer les 3 premiers partenariats pour le développement des vaccins de COVID-19 dans les 15 jours suivant l'identification de la séquence du SARS-CoV-2. Ce que vous allez voir sur la prochaine diapo, évidemment, comme on a vu la pandémie d'évoluer, les 3 premiers partenariats, c'est un moment où il y a seulement 581 cas. Mais très rapidement, c'était devenu clair qu'il fallait créer un partenariat ou bâtir le partenariat de développement de vaccins pour satisfaire à la pandémie. On a développé les plus grands portfolios de vaccins. On a financé tout un inventaire de candidats vaccins. De vaccins candidats, c'est développer 3 éléments fondamentaux, la rapidité du développement notamment, pour financer les plateformes de réaction rapide. Comme nous savions à l'époque, ce n'était pas des plateformes bien développées ou validées. Même si c'était prometteur, c'était des clients candidats potentiels à haut risque. On parle d'échelle de fabrication également. On peut développer la réaction rapide, de développer des vaccins qu'on pouvait faire mise à échelle afin d'utiliser la capacité mondiale de fabrication. Et le 3e élément clé, c'est l'accès. Avec nos partenariats, dans les contrats, il y a les premiers droits pour le vaccin qui ont été développés à partir de notre financement afin de pouvoir les employer dans un système d'affectation juste et équitable mondial. C'est des projets financés largement des plateformes mRNA, des vecteurs viraux ou à base de protéines. Parmi ceux-là, il y a Moderna et Oxford AstraZeneca ont fait l'objet de licences et sont distribués dans les centaines de millions, peut-être des milliards de doses de vaccins. D'autres candidats avancés, notamment Novavax et Clova, qui ont démontré leur efficacité de phase 3 et Novavax ont le premier permis en Indonésie et aux Philippines. Alors, toute une grande gamme, un vaste éventail. Certains candidats sont moins avancés, qui sont quand même prometteurs pour améliorer les vaccins afin qu'on puisse s'en servir plus tard pendant la pandémie. Prochaine diapo. La prochaine diapo, j'ai déjà parlé du travail précoce sur MERS et la maladie X plutôt. Et avec la COVID-19, on a consacré beaucoup d'efforts pour harmoniser l'évaluation, travailler avec NIBSC au Royaume-Uni et la OMS pour développer une norme internationale pour l'utilisation d'essayages. On vous encourage d'utiliser cette norme-là afin que les essayages peuvent être signalés dans les unités internationales plutôt que des unités arbitraires. S'attaquer aux variantes a été un élément important du travail. Alors, travailler sur des essais
qui sont relatives aux variantes comme ils sont émergentes pour vérifier s'il y a la neutralisation prox aux nouvelles variantes de façon en temps opportun. L'autre élément sur lequel nous travaillons au niveau de la pandémie, c'est relatif à des maladies et un vaccin qui, avec un effet protecteur élargi, on a demandé un vaccin pour une action protecteur vaste. On s'attend à faire des ententes de partenariat dans les semaines à venir et dans les mois à venir. J'ai déjà mentionné que l'accès est clé au travail que nous faisons. Ce diapo-là vous montre le partenariat que nous avons formé avec Gavi et l'OMS, soutenu par UNICEF, pour assurer un système de distribution équitable mondial pour s'assurer que les populations les plus vulnérables sont les premiers à recevoir des vaccins. Au niveau, à cette date, 1,5 milliard de doses ont été distribuées à 144 économies participantes. Un prochain point au niveau de travail important, une chose qu'on a vue à travers la pandémie, je pense qu'on a le bienfait de pouvoir regarder vers l'arrière avec la pandémie. On sait qu'on a nos réussites. Alors, c'était plutôt extraordinaire ce qu'on a réussi à atteindre au niveau du développement de vaccins à toute vitesse, vraiment. Une des choses que nous avons fait pour aider à la collectivité des vaccins, on a formé des équipes SWAT, des groupes consultatifs sur la réglementation, pour regarder de façon continue sur les défis que l'on observe dans les stades précliniques et le développement clinique et avec la fabrication. Alors, rassembler les fabricants, ceux qui développent, les scientifiques et les experts sur le terrain pour considérer les points d'achoppement potentiels dans le développement et à travers des webinaires et des ateliers adresser cela. Le groupe consultatif sur la réglementation avec l'OMS, ça comprend plusieurs pays, y compris les instances réglementaires canadiennes, ce qui fait que les instances réglementaires dans l'ensemble peuvent voir c'est quoi le défi que l'on perçoit dans le développement de vaccins et commencer à songer au genre de ligne directrice qu'on veut donner aux agences réglementaires pour faire avancer leurs candidats. Prochaine diapo. Alors, la fabrication, c'est un autre aspect critique au sujet quant au vaccin contre la COVID-19. Ce qu'on a vu, on va en parler davantage au niveau des défis, c'est qu'il y avait des embouteillages au niveau de la fabrication, surtout avec une immense augmentation de la capacité de fabrication au niveau de la COVID-19, bien au-delà de ce qu'on fabrique d'habitude pour un vaccin. Alors, on a organisé un groupe de travail sur la fabrication avec l'industrie et nos partenaires COVAX pour considérer des éléments clés sur lesquels on doit travailler à court terme. On optimise le nombre de thérapies qui peuvent être produites et de considérer les embouteillages au niveau des apports et des fournitures et de commencer à songer comment on peut avoir une meilleure fabrication de vaccins et sa distribution mondiale à l'avenir. Tout cela étant dit, c'est juste de dire que on a vu des progrès incroyables au niveau du développement des vaccins, toute la collectivité scientifique, l'engagement des instances réglementaires. Mais comment peut-on prendre les leçons que l'on a tirées de la COVID-19 pour voir comment on peut continuer d'améliorer nos réactions à l'avenir? Dans la prochaine diapo, quelques notions tout d'abord au niveau du développement des vaccins. Je pense nous pourrions tous dire que l'mRNA a été toute une transformation au niveau de la vitesse de développement. Nous n'avons jamais vu cela auparavant. D'habitude, ça prend une décennie à développer un vaccin. Et le premier vaccin de mRNA, ainsi que celui à vecteur viral, ont été développés dans moins d'un an. Il n'y a personne qui aurait pu croire que c'était possible. Le temps, avec le moment le plus rapide auparavant, la période la plus rapide auparavant, c'était 4 ans. C'est vraiment extraordinaire. Ça démontre la puissance de la technologie. Mais on doit reconnaître que la majorité de la capacité de fabrication
et reste dans très peu de pays. Et ce qu'on a vu au niveau de l'accès au vaccin et l'accès au vaccin a suivi, surtout là où il y a capacité de fabrication. Alors, à l'avenir, il doit y avoir une capacité de fabrication distribuée au niveau mondial. Il faut que les capacités de fabrication mRNA soient diffusées dans le monde entier. Au niveau des vaccins dans le monde, il y a plusieurs vaccins qui sont en cours de développement, mais peu d'entre eux sont des grandes multinationales, surtout des compagnies de biotechnologiques ou des regroupements d'universitaires, de passer des groupes de biotechnologie au groupe d'universitaires. Ça exige beaucoup de soutien. On doit songer à d'autres façons de faire porter l'innovation qui est suscitée par ces groupes-là demain, associé avec un côté plus pratique et aller de l'avance avec obtenir des permis et créer des partenariats pour que ça se passe. Pour agir, pour progresser rapidement, il a fallu prendre des risques. Il est important qu'on ne prenne pas des risques sur la sécurité et l'efficacité. Les risques que nous prenons sont surtout des risques financiers. Un exemple de cela, les types d'investissements à risque qu'on doit faire pour agir rapidement, c'est au niveau de la fabrication. Développer un processus de fabrication, sa mise à l'échelle. Il y a une situation pendant la COVID-19 où nous faisions cela même avant que le vaccin était en clinique, avant qu'on sache vraiment si ça fonctionne ou non. D'habitude, il y aura une approche séquentielle, mais là, il fallait le faire en parallèle et faire le financement à risque en ligne de compte pendant qu'on rassemble les données sur l'efficacité et la sécurité. Les modèles animaux restent cruciaux, mais au début, il y a toujours une question, est-ce que nous pouvions, à l'entremise de la vaccination, est-ce qu'on aurait pu améliorer cela et une évaluation était essentielle, mais les modèles animaux étaient censés établir que ce n'est pas un risque, mais ce n'est pas nécessaire qu'on doit les faire en séquence. C'est crucial, mais on n'a pas besoin de faire tout en avance. Cette prochaine diapo sur la réglementation. Au niveau de l'engagement des instances réglementaires, ça a été extraordinaire tout au long de la COVID-19 et il y a eu beaucoup de pratico-pratiques pour faire avancer les vaccins en voie de développement. On sait qu'est-ce qui pourrait aider à l'avenir. S'il y a une plateforme connue avec une grande base de données, ça peut vous aider à faire avancer rapidement parce qu'il y a une base de données de sécurité, on a une perception immunologique de comment la plateforme fonctionne. On parle uniquement d'ajouter un antigène qui doit être évalué en même temps. Cela aide aux réglementaires de passer en revue ces questions-là de façon plus rapide. Des protocoles préétablis d'évaluation, c'est une idée importante. L'idée de penser à des étiquetages simplifiés, des règlements en matière d'OGM, des données de stabilité et des changements post-approbation et des discussions précoces entre les régulateurs et l'OMS est tout à fait essentiel. Alors, on passe à côté de la fabrication. On a vu plusieurs défis au niveau de la CMC, l'approvisionnement en matières premières, des filtres à usage unique, il y a des courses, à cours de cela, transferts technologiques multiples ont posé des défis. On a vu des compagnies conférer une technologie du temps qui la développe encore. Il y a le risque d'avoir un différent produit dans cette situation-là. L'importance d'avoir robustesse et validation des dosages, c'est critique. On a vu des problèmes au niveau des ressources d'assurance qualité et les livraisons et les importations et des matières premières ont entravé l'accès équitable aux vaccins. Alors, comment est-ce qu'on prend tout ça et est-ce qu'on songe de progresser à l'avenir en tant qu'organisation? Même si nous savons que la pandémie n'est pas encore terminée, nous songeons déjà à comment pouvons-nous bâtir sur tout ce qu'on a appris
ils sont tirés de la COVID-19, de d'autres éclosions et d'épidémies et pandémies afin qu'on soit mieux préparé à l'avenir. Dans ce contexte-là, on considère des affaires de trois différentes façons. Tout d'abord, au niveau d'un objectif pour la préparation, ensuite la transformation, ensuite les connexions. Au niveau de la préparation, une des initiatives stratégiques clés est de renforcer nos défenses contre la COVID-19 et réduire le risque de futures pandémies de coronavirus à l'avenir. Alors, on continue de financer le développement de vaccins contre la COVID-19, ciblés de façon spécifique des vaccins avec une action protecteur plus élargie qui intégrera à l'épreuve des variantes et également développer des vaccins pour les menaces connues en matière de coronavirus et des menaces potentielles futures. Nous travaillons également sur différentes maladies au niveau on va continuer de développer ces vaccins pour les maladies qui nous menacent, qui forment une menace d'éclosion à tout moment. Alors, comment est-ce qu'on va transformer à l'avenir? Nous songeons à développer une bibliothèque de vaccins au niveau de famille de virus. En plus de cela, on considère également comment peut-on travailler à la compression des délais de développement des vaccins à 100 jours. On doit reconnaître que c'est toute la collectivité qui doit aborder ces enjeux-là. CEPI joue un rôle de connexion, c'est important, établir des réseaux entre les laboratoires, également pour soutenir les efforts des pays à faible revenu et de revenus moyens, c'est qu'ils ils sont propriétaires de plans de sécurité sanitaire nationale. Un peu plus sur la mission des 100 jours. Ça a été adopté, c'est notre ambition. Ça a été relevé par le G7. Vous allez voir dans la prochaine diapo un peu plus de ce qu'on entend par 100 jours. Ça vous montre ce qui s'est passé pendant la pandémie de COVID-19. On a vu BioNTech, Pfizer-BioNTech, avait le premier résultat dans 300 jours après qu'on avait accès à la séquence. Première utilisation de vaccin était le 8 décembre 2020, où il y avait déjà 68 millions de cas de COVID-19. Alors la question vraiment c'est, et si nous avions pu avoir les premières doses en avril, quand il y avait seulement 2,3 millions de cas de COVID-19, ça rapportait quelle différence au niveau de la pandémie? Alors, si on passe à la prochaine diapo, cette diapo vous montre la situation. Nous sommes tous focalisés sur la COVID-19 en ce moment et les défis que cela représente pour nous tous. Mais on doit également reconnaître que la COVID-19 n'est pas forcément le pire des cas. Voilà, ça a été produit aux États-Unis en 2006 pour considérer différents niveaux d'alerte, la gravité d'une pandémie au niveau d'un indice de la sévérité, de gravité des pandémies. En fait, la COVID-19, c'est en bas de l'échelle, en fait. On doit se préparer à pour les différents types de pandémies à l'avenir qui pourraient être nettement plus graves au niveau de menacer l'humanité, bien plus que la COVID-19. Alors, avec tout cela, le contexte étant établi, c'est quoi la faisabilité de l'objectif des 100 jours? Alors, ce que vous voyez à gauche ici, c'est et si jamais il y avait un haut taux de mortalité, de morbidité, disons que c'est un virus de ce genre-là qui circulait, comment est-ce que cela pourrait avoir un impact sur le développement de vaccins? Et là, c'est vraiment de considérer les avantages et les risques. Il faut combien de données pour avoir une évaluation positive des évaluations des risques pour l'utilisation d'un vaccin. Et là, considérer à gauche, à droite plutôt, avez-vous les outils pour l'objectif des 100 jours? Avez-vous une plateforme de réaction rapide? Avez-vous des données de plateforme étendues
afin que vous sachiez comment cette plateforme-là fonctionne. Et avez-vous les données de sécurité? Avez-vous les réseaux d'essais cliniques pour progresser de façon rapide? Et bien sûr, avez-vous le financement? La rapidité à laquelle vous pouvez avancer, ça dépend à quel point on peut répondre à ces questions-là. Alors, cela étant dit, je regarde la prochaine maladie X. Cela vous indique 4 stratégies interreliées qu'il faudra aborder pour approcher les 100 jours. Le premier élément, c'est des systèmes de niveau de surveillance de menaces. On sait que les gens ont des systèmes d'avertissement précoce. C'est important que tout l'écosystème développe des éléments déclencheurs pour le développement de vaccins. Le travail que CEPI planifie de faire et d'autres aussi, le travail sur les bibliothèques de famille de virus. Alors, prenez les bibliothèques qui posent une menace de devenir une pandémie, considérez développer plusieurs approches vaccinales pour ces virus-là et ces familles-là sur les plateformes MARN en avance d'une pandémie potentielle. Cela aide avec l'objectif des 100 jours. Il faut également reconnaître, afin d'utiliser une plateforme comme l'ARNM, il faut avoir des vaccins prototypes. Il faut autre chose que la COVID-19, qu'il y ait l'obtention de permis comme vaccin. La prochaine diapo montre comment on peut utiliser la bibliothèque des familles de vaccins. On peut utiliser les informations dans cette bibliothèque-là quand il y a un nouveau virus. On pourrait avoir un appariement avec le nouveau virus, agir rapidement, il y a peut-être des données cliniques, peut-être qu'un appariement rapproché qui pourrait être une première ligne de défense, ou comme on a fait avec la COVID-19, il y aurait peut-être une situation où il y a un MERS ou quelque chose qui semble au MERS et une plateforme de réaction rapide. On peut utiliser tous les renseignements que nous avons rassemblés pour vraiment partir directement et travailler sur le vaccin immédiatement. J'ai mentionné les éléments réglementaires auparavant. Évidemment, on peut regarder aux instances réglementaires sur comment améliorer la réactivité à des pandémies à l'avenir en considérant certains aspects des règlements, les rationaliser et d'accélérer le développement des vaccins, adapter les directives et d'harmoniser les parcours prêts pour les pandémies, toutes les zones critiques où les agences réglementaires peuvent travailler pour être davantage prêts à l'avenir. Et quelques commentaires de l'importance de ce qu'ils ont permis de réglementation, notamment la prochaine diapo va parler de la fabrication d'importance des modèles précliniques et d'autres éléments afin d'assurer qu'on est prêt. CEPI, en tant qu'organisme, planifie de faire avancer les solutions en matière de fabrication pour accélérer la réactivité aux épidémies et aux pandémies à l'avenir, en s'assurant qu'il y a la fabrication de mise à l'échelle pour les pays à faible et moyen revenu au niveau de quelle innovation technologique on peut employer dans la fabrication pour accélérer le développement. Alors, la COVID-19, on peut dire en définitive qu'on a beaucoup appris de la COVID-19 et on devrait utiliser tous les leçons tirées de la COVID-19 pour continuer d'élaborer notre niveau de préparation à un avenir aux pandémies et épidémies futures. Merci bien, Mélanie, de cette belle présentation. Ça offre beaucoup de renseignements. COVAX a transformé le visage de la pandémie en portant l'accès équitable aux vaccins, surtout dans le monde en voie de développement. Alors, je sais pas, je n'ai pas de questions dans le chat encore, mais savez-vous, comme vous savez, il y a 52-53% qui sont actuellement vaccinés dans les pays
faible revenu, même des pays, il y a 5% parfois, même moins. Une question que moi j'ai pour vous, qu'est-ce que COVAX a l'intention de faire pour combler cet écart? Est-ce que COVAX peut faire quelque chose pour combler cet écart et faire que ce soit vraiment équitable? Vous avez mentionné plusieurs obstacles, mais probablement il y en a d'autres que vous vouliez indiquer. Oui, ça c'est une bonne question et c'est un grand défi. Il y a des vaccins en arrivant vers le COVAX. Comme on sait, la fabrication des vaccins est un défi. C'est par exemple la fermeture des frontières, un grand nombre d'approvisionnements de la part de l'Inde n'ont pas de COVAX, mais pour la bonne raison qu'ils ont eu une grande éclosion du virus Delta, c'est alarmante. Donc ça, c'était un grand défi. Nous continuons à travailler afin d'assurer que les gens puissent avoir une facilité de COVAX à l'aide avec des entreprises. Mais nous regardons aussi les pays, et les pays font des dons, ce qui est génial. Nous démontrerons que les personnes soient transparentes sur leurs contrats par rapport aux accords bilatéraux et pensant à COVAX tout en haut de la liste en tant que priorité. Nous continuons à travailler donc. Nous faisons plus grande échelle à la fin de l'année. Nous montrons la capacité et nous allons arriver à notre mission de livrer 2 millions de doses au monde d'un système d'allocation juste et égal. Mais c'est important qu'on travaille tous vers les aspects techniques afin d'assurer que ce sont à prioriser les pays qui tombent en arrière par rapport au taux de vaccination. Merci beaucoup. J'ai une question de la part de Marc dans le chat. Non, ce n'est pas une question de Marc. La question est, j'ai noté que aussi, pas toutes les entreprises, il y avait Moderna, et je me demande sur des autres entreprises qui pourraient avoir en particulier Brochex impliquées ou des entreprises qui seraient impliquées dans ce genre de projet. Et on parle de réglementation, des processus. Comment est-ce que ces entreprises s'impliquent dans ces projets-là? Aurait pu mis un peu de pression afin de rendre faisable la fabrication dans ce genre d'initiative. Oui, évidemment, nous sommes rentrés dans la phase de recherche et développement assez vite. Les développeurs avec qui on travaille se rendent compte de ce qu'on ne savait pas au début, que ça deviendrait une facilité de COVID-Vax. Il y a beaucoup d'autres façons de faire ainsi. Donc, nous sommes impliqués avec toutes les entreprises qui ont des vaccins qui puissent être utilisés. Et nous avons des accords d'achat. Donc, c'est en cours. Nous prenons bien évidemment beaucoup de risques au début par rapport au développement de financement et le retour sur le risque. Qu'à la fin, ça a valu le coup. J'ai une question intéressante dans le chat de la part de José Talvades. Merci pour cette présentation. Et je note que vous décrivez un temps réduit pour le développement des vaccins. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la réticence au vaccin? Beaucoup de ces qui sont opposés au vaccin citent ce temps réduit de développement. Oui, et la réticence des vaccins est une question, un enjeu assez complexe. Bien évidemment, les vaccins ont été développés de façon rapide, mais ce qu'on voit ici en termes de l'intensité du développement, le nombre de participants dans les essais,
qu'on en parle de 35 000, 40 000 sujets qu'on suive à des fins de sécurité en spécifique, il y a eu des évaluations rigoureuses de sécurité et ça continue après. Et avec tout vaccin, on ne sait pas l'histoire complète jusqu'à ce que ça soit vraiment déployé. Et l'importance de continuer cette évaluation de sécurité est critique ensuite. Et une compréhension et une écoute à ce qui sont les préoccupations des gens en matière de s'ils veulent recevoir ou non un vaccin. Donc, je crois que c'est important que les personnes aient un accès aux informations sur les vaccins et les limites potentielles et les potentiels effets secondaires. Et tous les vaccins ont des effets secondaires potentiels. Merci beaucoup pour cette présentation merveilleuse. Je vais prendre cette opportunité d'introduire aussi de Scherer. C'est mon grand plaisir aussi d'introduire, de présenter Dr. Scherer, qui est le directeur de recherche dans la recherche pédiatrie de l'hôpital des SickKids, l'Université de Toronto, ainsi que le Centre de la génomique appliquée dans le SickKids. Il a eu une carrière incroyable dans la génétique, en trouvant l'architecture génétique, comme dans l'autisme. Et comme vous allez voir dans sa présentation, il a été aussi un de nos grands supporters dans l'infrastructure et la capacité au Canada pour la vulgarisation des données en recherche génomique. Merci beaucoup, Dr. Vidal. Si je peux rentrer sur le premier diapo, s'il vous plaît. Merci. Encore la première. Le titre, c'est le génome hôte en COVID-19 et les études à venir dans l'avenir génétique du Canada. Et comme on a entendu plus tôt, le gouvernement canadien a mis des financements significatifs dans les agences de développement ou ICED afin d'étudier le génome, la séquence génomique de SARS-CoV-2. Mais aussi, comme on a entendu la partie de Dr. Rousseau, de séquencer les génomes de 10 millions de Canadiens qui ont été infectés par le virus lui-même. Je vais parler de la deuxième partie du projet. En particulier, j'ai mis ma présentation dans le cadre de construction de capacité pour le niveau de préparation devant des pandémies à venir. Je vais au sommaire des leçons apprises de la part de COVID-19. Les commentaires ont été un peu. Je donne un peu de contexte. Premier, dans une crise nucléique de base, dans une pandémie virale, le plus important, c'est de garder ouverts les laboratoires génomiques à tout prix. Et au Canada, en fait, nous savions cela depuis la crise de SARS de 2003, qui a frappé Toronto et Vancouver, au Canada, mais aussi à Hong Kong. Et à gauche en bas, on voit le Science Paper qui décrit la première séquence de génome de COVID par Stephen Meyer et Harlan Jones de British Columbia. Et ça, c'est l'une des nodes de CIGEN, le réseau CIGEN, que je vais parler dans la prochaine diapo. Et en même temps, à Toronto, non en arrière, en même temps à Toronto, nous développons des diagnostics pour le SRAS. Vous pouvez aller en arrière, s'il vous plaît? Merci. À droite, sur le niveau de England Journal of Medicine, pour le test dépistage à Toronto, et nous partageons les premières de PCR, des choses comme ça, avec Hong Kong et Toronto.
le directeur du centre génomique à l'Université d'Hong Kong. Donc, nous avons eu une expérience avec la crise de 2003 en sachant que nous devons garder ouverts les laboratoires parce que la recherche du COVID-19 allait être encore plus importante. L'avantage de ne pas être frappé en premier, c'est que vous pouvez apprendre à partir des collègues nationaux et internationaux. Nous avons entendu cela. Canada est à peu près la taille d'Europe, même si la moitié en taille de population. On n'a que 36 millions de personnes qui sont distribuées dans une grande partie du pays, concentrées avec 1 heure de la frontière avec les États-Unis. Donc, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Nous avons beaucoup appris de façon scientifique dans les ateliers organisés les samedis matins. Troisième point, c'est la réponse doit être proactive, réactive, informée. Ça doit évoluer et ça doit être régional et national. Et c'est le cas au Canada aussi. Je vais parler un peu à la fin. C'est comment on va devoir capitaliser sur la recherche et la science pour la prochaine étape. Il y a des leçons incroyables à partir de la présentation de Jean Bell ce matin. Et puis, un quatrième point, c'est juste un rappel très fort que la maladie ou la santé est vraiment une combinaison de la nature, ce qui est le génome avec le nurture, ce qui est l'environnement, ce qui est tout ce qui est non génomique. Mais en fait, ce qu'on a appris du COVID-19, c'est que l'environnement peut être invasif, un virus, un génome invasif. Donc, en fait, la maladie peut être génomique aussi. Si Canada va prendre la santé très sérieux, il faut avoir des études de cohorte, ce qui ont compris des séquençages génome entier afin de capturer la nature. On a entendu cela de John Bell. Merci. Prochaine diapo. Nous avons une mesure de niveau de préparation à travers le CIGEN, qui est une organisation canadienne. Chez McGill, je suis directeur, Stephen Jones et Marco Mara en Colombie-Britannique. Ce sont les 3 centres de séquençage génomique central plus grands au Canada. Et en fait, la déclaration de la mission est de maintenir l'infrastructure et un état de niveau de préparation afin de soutenir la recherche. Donc, c'est le bon moment maintenant pour tester et garder les roues de cette infrastructure nationale. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Au début de la pandémie, le premier patient est mort en Ontario, je crois. C'était tout au long du Canada, c'est le 25 janvier. Et beaucoup s'est passé entre 25 janvier et à gauche en haut, ce qui était le 23 mars. Beaucoup de gens travaillaient dans les coulisses. En Ontario et Toronto, c'était le 13 mars, là où tout s'est arrêté, s'est fermé. On a passé beaucoup de temps entre le 13 et le 23 en gardant les laboratoires ouverts. Pour revenir à ma déclaration avant, on devait garder les laboratoires génomiques ouverts, mais en fait, tous les laboratoires dans les institutions tout au long de l'Université de Toronto, on les avait dit de fermer. Et nous avons eu du succès du gouvernement provincial de l'Ontario d'avoir une liste des lieux de travail essentiels qui avaient le droit de rester ouverts. Et pour la première fois de la province, la recherche a été désignée en tant qu'un service central. Donc, c'était un énorme succès. Je ne sais pas l'état dans les autres provinces, mais on était très contents en Ontario de garder les choses ouvertes. D'autres laboratoires ont été envoyés à la maison le 13 mars. Je montre dans la prochaine diapo. On était la seule entité qui est restée ouverte à Toronto. On travaille en 7 jours de la semaine tout au long de la pandémie. Et je voulais montrer cela parce que pour nos collègues internationaux, c'est différent. On a utilisé le mot fragmenté, utilisé beaucoup au Canada. C'est livrer les services de santé au niveau provincial et plus tard, des testing diagnostiques, c'est livré d'autres façons. À gauche.
Nous avons le laboratoire le plus grand diagnostic au Canada dans le centre Children's Hospital et où nous avons le centre génomique en partie de CIGEN à droite dans cet hôpital. Et le bâtiment à droite, c'est notre tour de recherche qui a 23 étages et c'était un quart parti par l'hôpital. Quand on a défendu le bâtiment, la réponse numéro 1 donnée il y a 10 ans, c'est que nous avons besoin de notre propre bâtiment à part de l'hôpital, au cas où on était frappé par une pandémie. Je me rappelle ça très distinctement. En fait, il y avait un éditorial dans le Science Magazine 2003 à ce sujet. Mais de toute façon, c'est relevant, pertinent à cette discussion. À gauche, on a mis à capacité beaucoup plus vite pour faire le testage PCR dans les 10 000. On était un site clé. Il y avait beaucoup de sites qui font les dépistages PCR cliniques. Le même laboratoire fait des séquençages génomiques 7 jours de la semaine. À droite, on s'est concentré sur le reporting, formation du personnel et bien évidemment la technologie et les agents. Dernièrement, nous sommes le plus grand compte au Canada, donc c'était nous qui avons fait les négociations sur le prix pour le projet et d'autres projets liés par rapport au qui étaient rentables, mais pas uniquement dans le CIGEN, mais tout au long du Canada. Prochaine diapo. Donc voilà, le host-seek, ligne de temps. Et je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette diapo. Mais à gauche, beaucoup de coordination s'est produite de janvier à mars. Je sais que c'est la même discussion, ça avait lieu à Toronto. Dr. Mousser et d'autres faisaient pareil au Québec. Et en Vancouver, ça se passait aussi. Je parle du design de l'étude. L'annonce est venue en 23, en avril. Canada avait un mécanisme, nos scientifiques avaient un mécanisme de parler avec le gouvernement à travers le Dr. Niemers qu'on a entendu plus tôt. C'était unique. On n'avait pas en 2003, pas de communication efficace avec le gouvernement afin de coordonner ce genre de projet. Je crois que c'était critiquement important. On continue. Prochaine diapo. Et je touche certains articles en passant. L'engagement public. Nous savions que ça avait été un projet complexe. Génétique, on n'avait pas eu beaucoup d'infrastructures qui touchaient toute la fragmentation dans la collecte des cohortes cliniques, le séquençage et faire des annotations, mais rien qui liait l'ensemble de le communiquer tout au long du Canada. C'était un article qu'on a travaillé avec le Globe and Mail, qui est la publication plus grande du Canada. Ça aurait arrivé à 2 millions de Canadiens qui a mis ensemble un article éducatif et investigatif sur la propagation du virus COVID-19 à base de la susceptibilité de l'hôte. Et il y avait un scientifique génomique qui est là, du Québec, qui est là en photo, qui travaille maintenant en Floride. Il était l'un des participants dans notre projet de génomique. On avait déjà séquencé son génome il y a quelques années et on a publié ces données dans un repositoire public pour l'utiliser comme un individu présenté dans cette histoire a un impact important. Je connais beaucoup de monde qui a lu cette histoire et l'étude. Il y avait beaucoup de sensibilisation aussi au Québec en même temps. Prochaine diapo. Ça, c'est la gouvernance. HostSeek, vous connaissez tous probablement. Toute cette recherche a eu lieu hors des horaires de bureau quand on avait terminé tout le reste du travail. On a un comité de recrutement, HostSeek, comité d'épidémiologie et technique. Les individus sont là chaque semaine.
assez rigoureux à rencontrer nos objectifs. Prochaine. Donc, le flux de travail de HOSIC, il n'y a rien de nouveau. C'était clé, avoir le consentement important en place et avoir des contrats en place entre les institutions participantes. Les choses à prendre ici, c'est que le Canada est très déficient en ayant des avocats qui savaient comment collaborer, faire les collaborations entre les institutions. Typiquement, nous sous-payons les personnages juridiques et nous avons perdu 9 en fait au Sick Kids Hospital. Donc, c'était un défi. On n'avait pas des personnes pour faire le travail côté HR, RH. Et sur l'éthique, nous avons beaucoup d'expérience. Si vous passez à la prochaine diapo. Oui. Donc, à travers du Personal Genome Project et des études de génome, séquençage de génome avec Dr. Knopper. Il y a beaucoup d'expertise dans le développement, dans le sens des études génétiques. Ce sont des éléments centraux qu'on a insisté d'avoir dans toutes les études participantes. Je vais les lire. On savait depuis le début qu'on allait faire un séquençage de génome. Ça devait être distinct et spécifiquement dans les consentements. Le partage de données internationales aussi. Les données doivent être utilisées pour les études dans l'avenir génomique. Ça forme aussi des repositoires afin des études de résultats à l'avenir, utilisées pour une implication commerciale afin maximale. Stocké dans une centrale. Pas possible de le retirer. Ce serait trop compliqué de le faire au niveau national. Et aussi, garantir le risque d'identifier à nouveau. Prochaine diapo. Maintenant, il y a 12 ou 13 études qui ont soumis les données à HOSIC. J'en avais la dernière diapo. Nous avons des discussions en cours avec 27 projets différents. Ce sont les contrats en place avec les protocoles de recherche et éthique en recherche. Il n'y a pas un seul, on a entendu de Dr. Mousser sur le design. Ici, à Sick Kids, nous étudions les formes pédiatriques de COVID-19, ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire dans les enfants. En Ontario, on l'appelle MIS-C, et je crois le PIMS, ou Pediatric Inflammatory Syndrome. Je passe par la liste. Ce sont des collections cliniques et tous les aspects de l'étude sont soutenus par les bourses, par exemple le CHR, Génome Québec, les efforts régionaux, parfois NIH. Et tout le séquençage est fait partie du bourse. L'un des grands défis, la plupart des patients qui sont collectés sont d'origine d'une base environnement hospitalier. Et ce sont beaucoup les médecins qui voient les patients. Plutôt question d'écrire les applications pour les bourses. Le plus grand défi qu'on a eu, c'est d'avoir les données cliniques téléchargées et d'écrire les bourses parce que c'est les cliniciens qui voient tous les stress dus aux responsabilités cliniques et leurs responsabilités de la maison, s'il reste toujours tout ce qui se tourne autour, entourer le COVID. Le séquençage du génome, comme je dis, on savait que c'était crucial. C'est une maladie environnementale virale. Nous savons qu'il va y avoir des formes rares pédiatriques et nous avions besoin d'avoir toute classe de variants et ça va servir en tant que point de départ pour un repositoire national en partie de la population canadienne.
C'est ce qu'on fait bien, nous, comme les groupes anglais aussi. J'avance. Vous pouvez avancer. Les objectifs principaux de l'étude, ça ne présente pas très bien cette diapo sur cette... je vous explique. Que les buts principaux sont basés sur les études biobank et les essais cliniques et les réponses aux médicaments. 75% des cas viennent de l'hôpital. C'est typiquement assez sévère. Et le reste vient maintenant des études longitudinales et aussi pédiatrie. Prochaine diapo. Merci. Un autre aspect unique de notre travail au Canada, il y a 4 projets au moins qui sont en train de collecter des données aussi sur la séquence génomique virale qui aide l'hôte d'accommoder le virus. Et ils sont listés ici sur ce diapo. Ça a été un grand défi au Canada. Nous avons des données sur les cartes santé. Je crois que la prochaine ronde d'informations de données qui vont nous arriver, on va les faire le lien. Certains de ces projets qui sortent du Toronto. L'idée, c'est de voir si le variant viral qui est porté a une influence sur les variants du génome de l'hôte. Il n'y a pas de données là-dessus de notre étude, mais ça va venir dans les prochaines rondes. Je vous l'ai indiqué. Ce qui est intéressant, la présence des variants, si vous ne pouvez pas capter ces données de génome en base d'échantillons qui existent dans les laboratoires de séquençage des hôpitaux, ça doit être basé sur ce qui se passait au niveau régional. Prochain. Et c'est un sommaire des données captées. Et ça serait ouvert à partir des sites et portails qui existent déjà pour 1777 participants. Et je crois que c'est au-delà de 3400 archives cliniques dans les archives maintenant. Ça bouge assez vite au cours des derniers 6 mois. Prochaine diapo. Ça montre les données phénotypiques plus profondes, accès contrôlé. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de données qui rentrent dans la base de données. On a entendu les données biométriques de part de Mousser plutôt. Prochaine diapo. Ça, c'est le progrès dans le projet. Le numéro total d'échantillons qui ont été récoltés, c'est 13 888. On a reçu maintenant 7 190 échantillons, à peu près 6 000 qui sont totalement séquencés et 3 500 à peu près qui sont logués. On est très content et fier que CIGEN est dans le premier analyse de données. Pardon, c'est octobre, pas 2022, c'est un typographe, c'est une faute d'orthographe, 2021. Vous allez commencer à voir des résultats assez intéressants qui sortent bientôt. Prochaine diapo. Les données sont disponibles. Ça continue d'être disponible à travers la comité d'accès aux données gérée par le professeur Manzolati au Centre McGill. Et je ne passe pas par la composition de la comité, mais c'est l'infrastructure qui opère pendant des années. Prochaine diapo. Notre but est d'obtenir le maximum de données que possible. Ça, c'est juste ce qui sort de ce qu'on appelle le Canadian Fiscal Genetic Group par Lisa Stroud, qui offre des bourses aux chercheurs au Canada qui veulent utiliser ces données. Il y a des autres sources de finances locaux
en combinaison avec d'autres données internationales tout au long du Canada. Prochain diapo. Et je voulais mentionner l'une de nos collaborations est une étude de vieillissement. C'est cohorte et internationale. 50 000 hommes et femmes canadiens entre la tranche d'âge de 45 et 85 ans au l'Université McMaster. Ce qui est bien ici, c'est que les phénotypes sont collectionnés pour 50 000 ou plus de Canadiens. L'ADN est collectionné et un simple sondage a été envoyé pour les individus participants avaient été touchés par la COVID-19. Et se sont inscrits dans un sondage avec le consentement et ont envoyé à McGill et à Toronto pour le séquençage. Il y avait un contrat déjà en place avec le groupe de McMaster et dans quelques semaines, on avait des séquences génomiques des individus qui avaient été touchés par la COVID-19. Alors, c'est la situation idéale où il y a une cohorte nationale et on va en entendre parler davantage dans la prochaine présentation. Je dis ce qu'on doit faire. On doit avoir beaucoup plus de multiples études cohortes. On fait le séquençage génétique. Si on le bâtit, si vous le construisez, ils viendront. L'exemple, c'est la UK Biobank. Si on avait collectionné déjà tous ces échantillons-là et toute l'infrastructure en place pour rassembler les éléments fragmentaires, il y avait beaucoup de pièces, mais il fallait les rassembler. Je pense qu'on aurait pu agir plus rapidement et faire des progrès au niveau de toute pandémie future, toute étude sur la santé humaine. On doit avoir les études de cohorte, y compris le séquençage génomique. Vous allez entendre parler dans la prochaine présentation, mais le 200 000 de séquences génomiques humaines, je pense qu'ils vont transformer toutes nos études. On commence à établir la relation avec les gènes et l'environnement. Dernière diapo, je veux juste un peu planter une graine d'idée chez vous. Je suis devenu le chef de la recherche dans le Hospital for Sick Children il y a 4 mois. Et je parlais au début de ma présentation comment tous les laboratoires s'englobent 2000 scientifiques. On les a renvoyés chez eux au mois de mars, sauf le centre génomique au 13e étage. Et vous voyez en gris, si vous voyez, ça c'est pré-pandémie. Et là, quand on va à la droite, le nombre de scientifiques qui sont revenus par jour. Alors, nous avons environ 900 laboratoires wet lab. Ils sont tous de nouveau sur les lieux. Mais la plupart de nos personnels administratifs qui sont au laboratoire dry lab travaillent à distance. Probablement 66% de la capacité sont utilisées à un moment donné. La plupart des gens travaillent à la maison. Pour arriver à la question de comment est-ce que la COVID-19 va avoir un impact sur la recherche au Canada, je pense que c'est capté par le titre de la diapo. Ça va être intéressant comment est-ce qu'on va faire au niveau de la science fournisseur découverte. On a établi des modèles. On voit le scientifique dans le couloir, on a la discussion et il y a le moment Eureka. Mais un tiers et la moitié du personnel travaille depuis la maison. Alors, il n'y a pas d'interaction, uniquement par vidéo. Ce sera un moment intéressant de voir comment la vie en laboratoire va évoluer. Je m'arrêterai là. Merci bien de me permettre de faire une présentation. Quelle belle occasion. Merci bien, Steve, de votre excellente présentation. Comme j'ai dit au début, un des bons exemples au Canada de comment les investissements précédents en matière d'infrastructure et d'excellence vous ont permis de faire, d'avoir un énorme impact. J'ai une question de Martha Clavel. C'était une belle présentation. Comment est-ce que le génomique va s'inscrire dans le nouvel secteur des occasions pour le financement en bio-recherche au Canada? On parle, on prêche aux convertis ici. Le Canada fait bien
au niveau historique, au niveau de la génétique. On étudie, dans le modèle d'étudier un gène à la fois, mais on doit passer la génomique au niveau de la population. Une fois qu'on arrive à faire cela, cela va avoir un impact sur tout, y compris le secteur de la biotechnologie. On a entendu une bonne réponse à cela, une réponse semblable de la part de John Bell. Ce qui est intéressant aussi au cours des derniers 18 mois, dans des endroits comme Toronto, Montréal et Vancouver, c'est l'investissement dans la biotechnologie, surtout de la part des États-Unis, le capital à risque a augmenté. Tous ces nouveaux investissements au niveau du développement des drogues utilisent le génomique en quelque sorte, soit que c'est rattaché à l'analyse de modèles ou la caractérisation de la génie CRISPR. Alors, la génomique est intégrée dans la biotechnologie et le développement pharmacologique. C'est le moment du Canada, d'après moi. En deuxième lieu, on doit continuer de soutenir la formation des 3 centres que j'ai mentionnés qui font partie de CIGEN. Il y en a d'autres qui sont importants aussi. Sont le moteur primordial pour former la main-d'œuvre qui travaille, qui œuvre dans les laboratoires diagnostiques en biotechnologie. J'ai mentionné le laboratoire de diagnostic de SickKids. La moitié du personnel dans ce laboratoire a été formé dans le centre génomique. En fait, nos plus grands on fait le plus concurrence avec eux. Ils recrutent nos gens tout le temps. Alors, voilà, c'est ça le moment. C'est le moment du Canada, d'après moi. Nous avons l'occasion d'aller de l'avant et on doit voir cela comme étant un moment très excitant. Vous avez parlé de formation. Une discussion de la formation en McGill, une formation en bioinformatique, en mathématiques, et en même temps les sciences biologiques et la formation dans l'interdisciplinarité. À quel point ça doit être développé et à quel point est-ce que c'est développé au Canada, selon votre perspective? Je pense que nous avons la bonne infrastructure pour la formation, nous avons les bonnes personnes qui reçoivent la formation, mais la capacité doit être augmentée. Si on considère les 3 centres génomiques, 40-50% sont en informatique. Et quand on considère l'informatique, c'est au niveau de computationnel, aux physiciens, aux statisticiens, et tous les horizons entre ces pôles-là. Au niveau des agences de subvention et les gouvernements qui pourraient écouter, la raison que le concept du centre de génome fonctionne bien, c'est que les scientifiques veulent être proches des données qui sont générées, veulent être proches de l'infrastructure, de la technologie et surtout les données. Et les meilleurs scientifiques vont vouloir être proches des données qu'ils peuvent voir en partant. C'est comme ça qu'on fait les découvertes, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi c'est important de continuer de soutenir les centres qui développent les données et forment les gens pour le comprendre et le traduire vers le secteur public et le secteur privé. On a pris plusieurs des bonnes décisions. Le gouvernement a bien fait, finalement. Vraiment, je pense que ce qui manque, c'est les études de cohorte financées, y compris le séquençage génétique. Ça va nous pousser au prochain seuil. Il y avait une autre question, dans les questions qui nous restent, quelques minutes qui nous restent, de Mark Withrop à Mélanie. C'est pour nous donner un survol de comment on a fondé CEPI, comment les projets, comment ils décident quels projets ils vont soutenir et comment les projets comme le Canada peuvent participer de façon optimale. Ça, c'est pour Mélanie. Oui, génial. Merci bien de cette question. Au niveau de notre processus de financement, c'est des appels pour des propositions. Ce sont des appels ouverts. C'est sur notre site web. Et c'est sur des questions de recherche ou de développement spécifique. Et on invite les gens de postuler selon les critères d'admissibilité. La façon que l'on évalue les candidats, c'est par l'entremise d'évaluation par les pairs à l'interne de CEPI et de l'extérieur de CEPI. Et suite à cela, on finance des projets. On accueillera favorablement des scientifiques canadiens et des développeurs
Nous avons certaines collaborations au Canada. Un de nos développeurs de vaccins, c'est CBI, et on travaille excellent au niveau de notre laboratoire, réseau des laboratoires central. On accueille favorablement les nouveaux partenariats. J'explique les domaines où on veut consacrer nos efforts à l'avenir. Merci Mélanie, merci Steve encore une fois. Je pense que nous avons respecté l'heure. C'était de belles séances. Merci de du temps que vous y avez consacré et merci de vos présentations.